suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. C'est devenu une tradition. La suite dans les idées profite d'être en direct au Salon du Livre pour y inviter chaque année un ou une auteure de littérature à venir parler de son rapport à la société et plus précisément encore aux sciences humaines et sociales. Alors après Alain Mabanckou l'an dernier, Christine Angot avant lui, c'est cette fois Patrick Chamoiseau que je suis très heureux de recevoir ici en direct dans ce studio nomade ouvert au grand vent du monde, au moins de ce monde en soi qu'est la littérature. Patrick Chamoiseau, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue à la suite dans les idées. J'ai eu envie de vous inviter parce que j'ai pu lire quelques semaines avant sa parution, le 4 mai, un texte important, un texte d'engagement qui s'appelle « Frères migrants ». Un texte écrit ces derniers mois dans une urgence, j'imagine, dans une actualité. Je voulais juste rappeler, sans citer toute votre œuvre qui est désormais considérable, le titre du dernier livre de littérature que vous avez publié, qui est apparu en septembre dernier aux éditions du Seuil, La matière de l'absence. Et c'est toujours aux éditions du Seuil que paraîtra Frères migrants, un livre qui se termine de manière un peu solennelle par une déclaration des poètes en 16 points. Je ne vais pas la lire en entier, elle est un peu longue, je voudrais quand même en lire quelques extraits. Le point 5 par exemple, les poètes déclarent qu'aller venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique, c'est-à-dire une décence qui s'élève de tous les droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités. Qu'aller venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l'on va, à ceux chez qui l'on passe, et que c'est une célébration de l'histoire humaine que d'honorer la terre entière de ses élans et de ses rêves. Chacun peut décider de vivre cette célébration, chacun peut se voir un jour acculé à la vivre ou bien à la revivre, et chacun dans sa force d'agir, sa puissance d'exister, se doit d'en prendre le plus grand soin. Je ne continue pas, on voit que cette déclaration des poètes, elle concerne la situation contemporaine et assez dramatique que nous vivons. Dans cette déclaration, vous parlez de la Méditerranée, qu'on pourrait dire, et c'était l'expression qu'avait utilisée dans cette émission il y a quelques mois maintenant Achille Mbembe, la Méditerranée noire, en clin d'œil à ce grand livre de Paul Gilroy, l'Atlantique noir, puisque c'est désormais cette mer devenue un cimetière terrible, le cimetière de cette tragédie des migrants qui vous préoccupe, qui vous occupe depuis l'île que vous habitez, Patrick Chamoiseau. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on voit un phénomène comme celui-là qui a une importance absolument considérable et qui surtout provoque jour après jour des milliers de morts, des morts d'enfants, des morts de femmes, des morts de familles entières, on se dit qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer là. J'ai toujours été très très sensible au phénomène qui resterait un petit peu caché à notre conscience. J'ai toujours été très étonné de voir qu'en plein siècle des Lumières, on a pu avoir la traite des nègres, alors qu'il y avait des esprits absolument brillants qui auraient pu véritablement capter cette horreur qui était commise contre l'humanité, et que ça a pu s'étaler sur plusieurs siècles d'une certaine manière. Ce qui fait que je suis quand même assez attentif sur ce qui se passe aujourd'hui, de notre temps, au moment où notre niveau de conscience est extrême, parce qu'on a une conscience connectée qui est extraordinairement puissante et qui reçoit, même quand elle ne cherche pas à savoir, elle reçoit les informations. Et là, on a quand même des milliers de personnes qui, tous les jours, se noient, meurent, sont maltraitées, se heurtent contre des murs, se heurtent contre des barbelés, mais avec une constance, avec une force, avec une massivité qui est absolument incroyable. Et je me suis dit que si on essaye de répondre à un phénomène comme celui-là, avec simplement les expertises habituelles, les expertises économiques notamment, et toutes les autres attitudes qui sont celles des États et des institutions, là, on risque véritablement de sombrer dans un abîme où l'humanité perdrait pratiquement ses fondements. Et il me semble que pour un sujet comme celui-là, il ne faut pas laisser la seule parole aux experts. Les poètes,
la sensibilité poétique, la vision d'un autre monde, la perspective d'un autre imaginaire, des zones de sensibilité qui déclenchent comme ça des modifications dans nos systèmes de représentation, ce sont des choses qui sont importantes. C'est pourquoi j'ai écrit ce texte, non pas pour porter une solution, mais pour déclencher, comme dirait Didier Huberman, déclencher des images dans les esprits, déclencher des couleurs, des saveurs, créer des tressaillements dans les structures de notre esprit et faire en sorte que nous puissions envisager une autre organisation du monde, un autre rapport aux frontières et puis finalement un autre rapport à l'organisation globale de la vie internationale. Vous faisiez la référence historique à la traite des esclaves et j'ai envie de vous poser la question, et je la posais de votre point de vue depuis cette île de Martinique où vous habitez, parce qu'on a l'impression que cette relation triangulaire, elle a changé et que vous, désormais, depuis là-bas, vous observez ce qui est en train de se passer entre l'Afrique et l'Europe. Cette tragédie des migrants, on la présente comme une tragédie africaine et européenne. Elle concerne l'Europe et ses frontières, la manière de se barricader en Europe. Et vous êtes cette fois la pointe du triangle qui est extérieure, qui est observatrice de ce qui se passe. Oui, ce qui s'est produit avec la colonisation, qui a pratiquement réalisé l'ultime mondialisation chevauchée par le néolibéralisme, c'est qu'on est véritablement rentré dans des systèmes relationnels. Le monde est devenu une intensité relationnelle. Et là, ça change beaucoup de choses. Et lorsque nous, aux Antilles, nous avons essayé de comprendre qui nous étions, parce que c'était assez difficile, nous sommes nés dans la colonisation, nous sommes des peuples composites. Pour nous comprendre, il faut mobiliser l'Afrique, mais aussi il faut mobiliser les mondes amérindiens, mais aussi il faut mobiliser les colons, parce que c'est ça qui est tragique dans notre histoire, ou alors pratiquement stupéfiant, c'est que le colon fait partie de notre fondation. Donc nous sommes nés véritablement dans la colonisation, donc nous sommes nés dans un système relationnel, un impact relationnel de grande ampleur qui continue aujourd'hui. Ce qui fait que lorsqu'avec Césaire, avec Glissant, avec Fanon, nous avons un peu essayé de débrouiller les questions de créolisation, d'identité relationnelle, maintenant, ça nous a rendus extrêmement attentifs à ce qui se passe sur la grande scène du monde. Et quelle est la situation contemporaine? La situation contemporaine, c'est que nous sommes éjectés des grands corsets communautaires. Avant, dans les communautés archaïques, l'équation individuelle était à basse intensité. Maintenant, avec les systèmes relationnels où les cultures, les civilisations, d'une certaine manière, entrent en interrétroaction, on a une libération de l'individu et chacun de nous se retrouve dans un processus d'individuation où il doit construire lui-même son architecture de principes, de valeurs, son éthique. Et il doit la construire où? Il ne la construit pas dans le cadre d'un clocher, d'une langue, d'une nation, d'un récit national. Il doit le construire à l'échelle d'une grande scène qui est la scène relationnelle du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Par exemple, dans la question migratoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène que Glissant a bien identifié. Il nous dit que sous la mondialisation économique, il y a une présence du monde qui se fait dans les esprits, dans les sensibilités, dans les perceptions, et il appelle ça la mondialité. Et que désormais, quel que soit l'individu dans lequel que l'on est, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est soumis à cette mondialité, c'est-à-dire on commence du point de vue de l'imaginaire, à habiter le monde, et le monde nous habite. Et derrière les flux migratoires qui ont toujours constitué la dynamique d'expansion de Sapiens, derrière ces flux migratoires, il y a bien sûr des terreurs, des misères, des famines, des guerres, mais il y a aussi une poétique du monde, il y a aussi une perception du monde qui ne se limite pas au seul territoire, mais qui est désormais s'envisage à l'échelle de la totalité monde. Et on aura de plus en plus, indépendamment des problématiques climatiques qui vont aussi créer des flux migratoires, on aura des phénomènes d'errance et je dirais, d'essaimage qui vont se faire au niveau de l'humain, qui vont complètement changer la donne, qui vont complètement changer l'organisation actuelle du monde et qui va nous obliger d'une certaine manière à reconsidérer la question des frontières et à les redéfinir autrement. Et ça, c'est important. Donc ce sont des individus qui vivent le monde, qui le vivent de manière poétique, et cette poétique demande qu'on mette en place un autre système de perception de notre relation entre civilisation, peuple et individu. Sachant qu'en la matière, c'est l'équation individuelle, l'expérience individuelle qui est la plus déterminante. Cette poétique, on l'entend, ne serait-ce qu'à travers le lexique
qui est le vôtre, Patrick Chamoiseau, ce style très oral, j'ai trouvé, de Frères Migrants, et de ce point de vue un peu différent d'autres livres que vous avez écrits, mais c'est, je dirais, l'urgence aussi probablement de ce texte, probablement l'envie aussi d'en donner des versions sur scène face à un public. Oui, mais c'est aussi l'idée que, une fois qu'on a compris que le maître mot contemporain, c'est la relation, et que l'esthétique contemporaine, qui s'applique pratiquement à toutes les sensibilités artistiques, l'esthétique contemporaine est une esthétique relationnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient, lorsqu'on agit, lorsque l'on crée, on est dans un processus presque de captation d'une totalité. Pas dans des récits linéaires organisés comme au XIXe siècle, mais véritablement dans des saisies existentielles, des saisies du monde. Et que demande la saisie? La saisie demande une étendue. C'est pourquoi j'ai une prose qui récupère à la fois tout le fond basilectal de la langue créole, mais qui aussi mobilise toute la langue française, même dans ses états les plus obsolètes. Et indépendamment de ça, je récupère aussi à travers la langue créole toute l'oralité possible. Ce qui fait qu'on a une prose. La prose relationnelle n'est pas une prose telle qu'on peut la définir, un peu prosaïque, avec une liturgie de la phrase et des mots très très particuliers. C'est une prose qui constitue des langages. Et le langage, c'est pas le style. Le style, reste dans la norme de la langue. Le style fait sourire la grammaire. Le langage ne fait pas sourire la grammaire. Le langage va chercher ce qui dans la langue est de l'ordre de l'indicible, de l'indescriptible, de l'intransmissible, va chercher les vibrations, les ombres, les saveurs perdues. Et surtout, aujourd'hui, le langage va chercher au-delà de la langue qu'on utilise pour se mettre en présence de toutes les langues du monde. Et ça fait une poétique qui est presque totale. Il y a de l'écrit, c'est très écrit, mais il y a aussi toutes les modalités narratives de ceux qui parlent et de ceux qui chantent. Alors ça, c'est le poétique, mais je dirais que dans votre écriture, dans vos livres en général, dans vos prises de parole, Patrick Chamoiseau, il y a non seulement du poétique, mais de manière inséparable, il y a du théorique. Vous avez une vision du monde, on vient de l'entendre. Cette vision du monde, elle est en grande partie héritée de ceux dont vous avez cité les noms précédemment, d'Aimé Césaire, mais aussi de Fanon, mais aussi de Glissant en particulier. Et pas seulement, elle se trouve irriguée par de nombreuses lectures. Mais comment vous parleriez du rapport que vous entretenez dans l'écriture à la théorie? Vous êtes de ces écrivains qui, pour produire de la littérature, ont besoin de tenter un regard large, de saisir ce monde dans sa totalité dont vous parliez, et pour cela d'utiliser des outils, des concepts, des abstractions qui seuls permettent de rendre compte des choses les plus matérielles, les plus concrètes de l'existence. Je ne suis pas un homme de concept, je ne suis pas un intellectuel, je suis un artiste. Et ce qui s'est produit dans nos pays, lorsqu'il a fallu comprendre cette réalité, ce magma anthropologique que constituent les peuples créoles américains, on voit qu'un personnage comme Glissant a mobilisé toutes les sciences humaines. Il a fallu qu'il soit sociologue, anthropologue, psychanalyste, psychologue, parce que tout cela était enfoui, tout cela était dominé par le discours colonial et qu'il fallait aller chercher au-delà de ce qui était naturellement accessible. Là encore, on retrouve l'esthétique relationnelle. Ce qui fait que l'artiste contemporain ne peut pas être un imbécile. Ça peut pas être quelqu'un qui va recevoir comme ça de sa muse une espèce de, je dirais, d'illumination qui lui permettrait de déclencher des visions. Ça peut se faire. C'est pas votre genre. Ça peut se faire. Mais aujourd'hui, on est obligé de se nourrir pratiquement d'une infinité de lectures et finalement d'aller en étendue. Ma prose est une prose qui va à l'étendue, qui touche aux confins de la poésie, mais qui touche aussi aux sciences humaines, sans pour autant que je sois un intellectuel ni quelqu'un qui manie des concepts. Ce que je fais, c'est, à travers le langage, l'exercice narratif, ce sont des organismes narratifs sensibles qui deviennent des modes de connaissance. Le mode de connaissance artistique est aussi puissant que le mode de connaissance scientifique. Il s'adosse à ce mode de connaissance scientifique, mais il reste sensible. Il avance dans l'obscur. Il n'a pas peur de l'utopie. Il n'a pas peur de la déclaration. Des poètes peuvent intervenir dans le débat. Et ça donne une très très grande liberté qui est d'autant plus importante que ce sont nos systèmes de représentation qui sont dominés. C'est parce que nous n'arrivons pas
à imaginer autre chose, que le néolibéralisme nous paraît indépassable. C'est parce que nous sommes dominés par notre imaginaire que nous ne pouvons pas aujourd'hui, vous voyez bien dans les programmes politiques, lorsqu'on essaye de sortir du dogme libéral, on a l'impression de tomber dans, je dirais, dans l'irrationnel, dans le pas sérieux, etc., etc. Quand on est dominé de l'intérieur, c'est terrible. Ce qui fait que le travail poétique, l'intervention poétique, le flamboiement du langage poétique, ce sont des choses qui peuvent instiller dans les systèmes de représentation des couleurs, des tressaillements, des images, des perspectives, non pas des systèmes de pensée ou des pensées de système, mais véritablement comme des lucioles, comme disait Pasolini, une sorte d'essaim de lucioles, de petites lumières qui se déploient comme ça dans l'esprit et qui, d'une certaine manière, peut permettre des tressaillements et donner naissance aux nouvelles politiques dont nous avons besoin. Des lucioles que vous trouvez chez Pasolini, mais que vous trouvez aussi chez Georges Didier Huberman, par exemple, que vous citiez tout à l'heure. Ah oui, c'est un être humain, oui, c'est magnifique, tout ce qu'il écrit, l'idée, toute l'analyse qu'il fait au niveau des images, ce sont des choses qui me plaisent, plutôt que d'avoir cet horizon porté par un système de pensée ou ces grosses idéologies qui nous servaient de religion. Aujourd'hui, le déclenchement des images qui sont porteuses de renouvellement, qui ne donnent pas une voix, mais qui éclairent tous les possibles, ce sont des attitudes qui sont extraordinaires. Ce que dit Achille Mbembe dans sa lecture du post-colonialisme à l'échelle du monde, c'est absolument remarquable. Ce que dit Mireille Delmas-Marty, une juriste très sérieuse, qui nourrit sa réflexion poétique et juridique avec la poétique d'Édouard Glissant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait comme un choc où des images absolument étonnantes paraissent. Enfin, il y a une infinité. Et Glissant appelait ça des lieux communs. C'est-à-dire, pas au sens habituel, mais c'est là où une pensée du monde, une perception du monde, une sensibilité du monde rejoint une autre sensibilité. Et c'est là que je dis que les fraternités aujourd'hui sont données par des structures d'imaginaire. Mettre des gens ensemble parce qu'ils ont la même couleur ou parce qu'ils écrivent dans la même langue ou parce qu'ils sont nés au même endroit, c'est une erreur. Ça ne marche plus. Ce qui fait ma fraternité littéraire, ce n'est pas la langue. J'écris en français, mais je suis plus proche de n'importe quel anglophone, hispanophone ou créolophone de la Caraïbe. Je suis noir, mais je suis plus proche de n'importe quel Caribéen blanc que d'un écrivain africain, même si j'ai des solidarités évidentes avec l'Afrique. Il y a cette complexification qui fait que dans la relation, l'artiste est seul, il ne représente qu'une expérience personnelle et ce sont les structures d'imaginaire qui donnent ces fraternités. S'il fallait faire une anthologie littéraire, il faut chercher les structures d'imaginaire et non pas le territoire, la langue ou la couleur de peau. Il y a un nom de chercheur que vous citez, qu'on n'a pas prononcé encore, c'est celui de Michel Agier qui travaille... Ah, c'est un être humain, il a écrit Les migrants et nus. Vraiment, aux éditions du CNRS, c'est une merveille, une analyse, une proximité avec toute l'idée relationnelle. Ce sont des gens que je n'ai jamais rencontrés, mais qui sont des frères. Vous voyez, on a des fraternités comme ça qui... Vous savez, moi, je fais souvent la distinction, pour bien comprendre ce que je dis, entre l'arbre généalogique et l'arbre relationnel. Dans l'arbre généalogique, on avait de grosses racines qui entraient dans un territoire qui est un absolu avec des frontières, un récit national. Et puis, on a toute une lignée d'ancêtres. Aujourd'hui, dans l'arbre relationnel, c'est un rhizome comme ça qui va à l'étendue. Et dans l'arbre relationnel, on met les gens qu'on aime, les femmes qu'on aime, les langues, les cuisines, les musiques, les saveurs, les petits bouts de paysages qu'on adore. Et si vous faites votre arbre relationnel, vous vous trouvez dans une espèce d'ampleur extraordinaire qui vous met en présence de la totalité monde. Et en fait, c'est ça l'identité aujourd'hui. L'identité, ce n'est pas un récit immobile, c'est une dynamique relationnelle. J'existe dans l'intensité relationnelle que je mets à rentrer en contact, à m'enrichir et à me changer en contact avec la diversité du monde. Et la puissance relationnelle est l'équivalent de la puissance poétique. J'ai entendu rhizome, ça me fait penser qu'on n'a pas cité le nom de Deleuze. Oui, un autre plus. être humain, les êtres humains sont précieux, oui. Voilà la bibliographie. Agier, donc, qui travaille sur les camps de réfugiés, comme anthropologue, qui connaît très bien cette réalité de terrain. C'est une autre façon de penser la frontière. Vous proposez une réflexion sur la frontière ou des lignes sur la frontière qui sont intéressantes, parce qu'il ne s'agit pas de croire qu'on pourrait d'un coup de gomme rayer les frontières. Il faut accepter les frontières, mais pour en faire quelque chose, Patrick Chamoiseau. Oui, moi je pense que l'idée n'est pas de faire disparaître les frontières
et que sous prétexte d'ouverture, comme ça, on entre dans une sorte de trou bouillon, disait Glissant, où tout le monde disparaît. La frontière est nécessaire parce que Glissant parlait d'une saveur, il y a un plaisir à passer de l'atmosphère France à l'atmosphère italienne. Ce n'est rien, mais il faut qu'on garde les frontières. Mais seulement, ce ne sont pas des frontières guillotines. Ce sont des frontières qui ne distinguent que pour relier. Ce sont des frontières qui chantent l'humain et qui accueillent. Et quand on regarde bien l'histoire des frontières, on voit qu'elles ont passé du temps à se reconfigurer en fonction de la nouveauté. Aujourd'hui, les frontières du capitalisme ne laissent passer que le capital, que les marchandises, que les services. Et qu'est-ce qui passe en fait? C'est une sorte de standardisation alimentée par le code barre et les centres commerciaux. Voilà ce qui passe aujourd'hui dans les frontières. Donc il faut réenchanter les frontières. Et la question de la diversité, elle est importante, c'est-à-dire que on ne peut plus la penser en termes d'absolu. C'est-à-dire que lorsqu'on se dit nous allons marier des différences, l'idée de différence suppose que derrière il y a un absolu qui demeure. Mais il y a une telle effervescence, il y a une telle émulsion qui s'est produite aujourd'hui entre les cultures et les civilisations, que ce qui se produit en termes d'écart, ce sont des distorsions, ce sont des déviations, ce sont de petites saveurs différentes. Et ce qu'on appelle différence aujourd'hui n'est plus relié à un absolu. Et la différence produit tout le temps de la différence. Et nous allons rentrer dans des sociétés très très particulières qui seront multitransculturelles. Pas une juxtaposition d'absolu comme ça, un peu une sorte de cosmopolitisme facile et mosaïque, mais véritablement une dynamique fluide où chacun se sent garant des trésors de chaque culture, de chaque nation, de chaque espace, mais tout le monde est comptable de l'affaire. Là, j'étais en Bretagne, j'ai redécouvert la Bretagne avec une vitalité culturelle extraordinaire. Mais je leur disais, mais la Bretagne peut être défendue par un Japonais, par un Martiniquais. On peut choisir sa terre natale. L'idée, c'est d'être suffisamment attractif pour que le trésor, ce qu'on appelle le trésor national, soit défendu par des gens qui viennent de partout. Si le trésor national français, toute la richesse, l'esprit français n'était préservé que par des Français, il y a une pauvreté, il y a une extinction. Ce qu'il faut, c'est que ça soit suffisamment ouvert et que ça vienne de partout. Il y aura des Français qui vont choisir leur terre natale ailleurs, qui vont défendre d'autres trésors. En revanche, il y a des gens qui viendront de partout et qui défendront l'espace national français. Ce qui fait que la préservation de la diversité est l'affaire de tous. Et elle est liée à l'expérience de chacun. C'est l'expérience de chacun sur la grande scène relationnelle du monde qui dira quel trésor il va défendre et de quel trésor il sera le héros. Alors justement, à propos d'expérience personnelle, Patrick Chamoiseau, puisque je m'intéresse ici à comprendre la relation que vous entretenez à la société et l'importance que ça a dans votre travail d'artiste, dans votre travail d'écrivain. Vous avez eu une autre vie professionnelle qui est celle d'éducateur. Vous travaillez toujours au ministère de la Justice auprès des jeunes, en particulier en Martinique. Qu'est-ce que cette expérience professionnelle d'un terrain très concret a pu apporter à votre travail d'artiste, à votre œuvre littéraire? Mais tout ce que je dis, je vois l'effondrement des structures familiales, je vois des processus d'individuation, je vois des individus qui n'arrivent pas à construire leur personne. L'individu a une très très grande liberté, mais c'est très angoissant d'avoir une grande liberté. Lorsqu'on avait la communauté qui vous donnait un prêt-à-porter existentiel, lorsqu'on était jeune dans une communauté archaïque, on avait à lutter contre les traditions. L'avant-garde, c'est un renversement des traditions. On luttait contre les dogmes des parents. Aujourd'hui, finalement, on émerge et on doit se construire soi-même sur une grande scène relationnelle. C'est infiniment angoissant et tout le monde n'y réussit pas. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, qui ont la poétique de la relation. Et puis tous les autres rentrent dans des précarités mentales, spirituelles qui sont absolument effrayantes et qui sont aggravées par les mutations que nous connaissons du fait du capitalisme qui génère des misères et des pauvretés, mais aussi du fait des accélérations technologiques qui sont en train de modifier les structures mêmes de l'idée qu'on se fait du travail. Aujourd'hui, ce que nous appelons travail, c'est cette pauvreté qui est l'emploi. L'emploi, c'est une espèce de colonne vertébrale qui définit notre situation, qui nous assure un pouvoir d'achat, et nous sommes définis par notre pouvoir d'achat. Quand il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de colonne vertébrale et c'est l'effondrement. Alors que le travail, quand j'étais plus jeune et que je voyais autour de moi, le travail, c'était une constellation d'activités qui permettait à chaque individu de mobiliser différentes facettes de sa créativité. L'emploi est complètement mortifère. Donc il faut que nous sortions dans l'emploi. Il faudra toujours un emploi qui
qui nous assure un revenu quelconque, mais la réalisation ne se fait pas par le pouvoir d'achat, la réalisation va se faire par l'immense créativité que permet la rencontre, la diversité du monde. Quand j'ai regardé un petit peu le fonctionnement des résistances à l'esclavage dans les sociétés antillaises, je me suis aperçu que les résistances les plus déterminantes étaient des résistances de création. Là où l'humanisation, la contestation de la déshumanisation esclavagiste s'est faite par qui? Par la poétique, c'est-à-dire par des danseurs, par des musiciens, la polyrythmie, par le conteur. Et lorsque la conscience collective aux Antilles est apparue pour contester le colonialisme, c'est un poète. C'est un texte poétique que personne n'avait lu. Et ça, c'est aussi le mystère de l'acte poétique. Parce que le cahier de retour au pays natal, qui est pratiquement illisible, que presque personne n'a lu, va changer totalement toutes les structures des imaginaires de millions et de millions de colonisés et entretenir une lutte de décolonisation absolument déterminante. On arrive bientôt au terme de cette émission, Patrick Chamoiseau. Une dernière question. Puisque vous parlez de poètes, d'Antilles et de libération des imaginaires, je voudrais vous donner l'occasion de dire un mot de Derek Walcott, qui vient de disparaître, grand poète caribéen, prix Nobel de littérature. Oui, oui, c'est un bon ami. Ça a été très triste d'entendre cette nouvelle. Je n'étais pas là, j'étais aux États-Unis. Je l'avais rencontré en 92, il a eu le Nobel, j'ai eu le Goncourt, ça crée une sorte de visite caribéenne et ça crée un lien. Walcott, c'était véritablement tout ce que j'ai dit. D'abord un langage dans la langue, ensuite la perception d'un espace caribéen qui est fait de relations. Il n'y a pas un absolu européen ou un absolu africain ou un absolu amérindien, mais un flux relationnel absolument incroyable qui produit sans cesse du nouveau et qui caractérise l'Amérique créole. Et cela, il a eu cette sensation et cette préscience très très vite et d'une certaine manière, il a nourri et il nourrit encore ce que j'appelle l'imaginaire relationnel. Merci beaucoup, Patrick Chamoiseau. Je rappelle le titre de ce livre, Frères migrants. Il va falloir patienter un petit peu. Il sera en librairie à partir du 4 mai prochain. Il paraît aux éditions du Seuil. Vous retrouvez la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées. Vous pouvez réécouter cette émission et aussi vous abonner au podcast. Voilà, c'était La Suite dans les idées, donc en direct du Salon du Livre. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, équipe technique Élise Leu et Rémi Gouriot, et puis à la réalisation Jean-Christophe Francis.